Bonjour jeunes gens. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre programme de seconde. Nous allons parler dans ce chapitre des évolutions et transformations scientifiques et techniques que l'Europe a connues au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle la révolution scientifique. Et le cours d'aujourd'hui va parler de cette révolution scientifique au XVIIe siècle. Nous allons le voir en revoyant trois grands points. Le contexte dans lequel cela se développe, la transformation du champ scientifique et la réaction des États, des Églises et de la société. Alors commençons par le contexte issu du XVIe siècle. Nous avons vu le contexte général avec la Renaissance, l'humanisme, les grandes découvertes et les réformes de l'Église. Nous l'avons vu avec la chute de Constantinople aux mains des musulmans, les États ont été appelés à se moderniser, à restructurer leur mode de fonctionnement et en plus, avec les grandes découvertes en Amérique et en Afrique, se développait le commerce transatlantique autour de l'océan Atlantique. Et donc avec ce commerce, de nouvelles marchandises apparaissent, des métaux, des épices, des aliments, etc. Et il était nécessaire de trouver des gens capables de compter les ressources en marchandises. Il était donc nécessaire de former de nouveaux administrateurs et des personnes capables de calculer, additionner, soustraire, multiplier, diviser. Donc, il était nécessaire de créer des écoles et des universités pour pouvoir aboutir à tout ceci. Ces écoles et ces universités qui s'ouvrent au XVIe et se multiplient au XVIIe siècle est favorisée par une évolution intellectuelle, une toute nouvelle perception du monde. Nous l'avons vu qu'avec l'humanisme, l'homme est au centre de toutes les attentions, et avec les découvertes des écrits de l'Antiquité, ou redécouvertes de ces écrits, et avec la Renaissance, nous avons une toute nouvelle perception du monde, qui s'illustre par de nouveaux modèles de philosophie, notamment la philosophie sociale, qui a commencé avec les écrits de Thomas More, dont j'ai oublié de vous parler au début de ma vidéo sur la monarchie anglaise. Un philosophe et acteur politique du XVIe siècle en Angleterre. Et dans tout ceci, il y a les réformes et la contre-réforme qui aboutissent à des remises en cause de certains dogmes de l'Église. C'est le scepticisme religieux. Donc remise en cause de tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement dans le cadre du dogme religieux. Et qui dit remise en cause scientifique dit expérimentation. Ces expérimentations s'effectuent notamment avec le travail des travailleurs manuels et des artisans. On le voit avec les nouvelles constructions et l'application des mathématiques dans les travaux. Tout est influencé et les travailleurs manuels, dont les artisans, deviennent des scientifiques. Ils illustrent leurs théories et leur savoir-faire dans des livres imprimés, qu'ils les publient. Et donc, avec cette intégration des mathématiques dans les travaux, on a un bouleversement du champ scientifique dans le monde européen. Avec cette toute nouvelle perception du monde, avec l'homme au bon milieu, on considère de plus en plus l'univers comme une sorte de machine et dont les expériences scientifiques aident à la compréhension
du mécanisme. Trois penseurs apparaissent. On a un certain Francis Bacon qui apparaît avec la fameuse philosophie scientifique qui se base sur l'expérimentation. En 1610, Galileo Galilei, dit Galilée, met au point la première lentille astronomique. Avec cette lentille astronomique, l'astronomie fait un pas en avant. En effet, avec cette lentille, nous pouvons voir de plus près les étoiles et les planètes. C'est grâce à cette lentille notamment que Galilée peut voir que la Lune est couverte de terre, de mer, de cratères et de montagnes. Ce que, avec nos yeux, on ne peut pas voir. On voit juste du blanc, sans savoir qu'à l'origine, cette lumière vient du Soleil. Et enfin, dans les années 1680, Isaac Newton met en pratique et écrit ses théories sur la gravitation universelle, qui apparaît comme une loi scientifique désormais. Avec la gravitation universelle, nous admettons que tous les corps s'attirent entre eux, que ce soit sur Terre ou au-delà de la Terre, dans l'espace. Avec ceci, nous remettons considérablement en cause un des points importants du dogme religieux, la séparation entre le monde de la terre et le monde du ciel réservé à Dieu. Toutes ces recherches aboutissent tant bien que mal à ce qu'on appelle les lois mathématiques, les lois scientifiques. Et pour aboutir à ces fameuses lois, il faut les expérimenter, les tester pour que ça rentre en œuvre. D'où le besoin de créer des lieux d'expérimentation et d'échange, les laboratoires et les académies. Les laboratoires se multiplient dans toutes les universités. Par exemple, celui de l'université de Leyde, aux Pays-Bas, dans les années 1660. On a aussi les grandes académies. Je vous avais déjà parlé de la Royal Society à Londres, dans le cours sur la société anglaise. Mais il y a aussi l'Académie royale des sciences, fondée en 1666 à Paris. D'autres apparaissent dans cette même période, d'autres académies à travers toute l'Europe. Et donc, avec tous ces échanges et ces expérimentations, il faut être capable d'apporter la preuve, d'où la nécessité d'une modalité d'administration des preuves. Il s'agit donc de prouver, d'apporter le caractère incontestable des recherches. Dans les années 1660, Robert Sporls essaye de prouver l'existence du vide dans l'univers. Il utilise pour ça la pompe à air. Et en utilisant cette pompe à air, il illustre tout ceci en essayant d'en apporter la preuve. Mais Thomas Hobbes, un philosophe anglais contemporain, remet en cause cette pratique de recherche parce qu'il considère que ce procédé n'apporte en rien le caractère universel de cette loi. Avec ça, nous aboutissons à un élément incontournable, c'est la présentation en public des événements. En effet, pour prouver la véracité de leurs théories, les scientifiques vont chercher à présenter leurs recherches auprès de témoins, donc le grand public.
Et au moment où tout ceci est vérifié et présenté par des témoins fidèles et fiables, les lois scientifiques sont imposées ou rejetées. Ce qui pousse d'une manière ou d'une autre à des réactions dans la société, mais aussi au sein des autorités. Les États soutiennent ces recherches, mais pas sans arrière-pensée. Ils soutiennent financièrement et économiquement ces recherches pour obtenir les preuves de leur prestance et de leur gloire, leur prestige. Car n'oublions pas que nous sommes en période de conflit et de guerre. Et nous avons déjà vu avec Louis XIV que le roi de France cherchait à obtenir le prestige pour son royaume et pour sa personne royale et symbolique. D'où la nécessité pour eux de créer des académies scientifiques pour bien organiser et structurer la recherche selon leur convenance. Bien sûr, il y a des résistances à l'opposé de tout ce soutien. En effet, la plus grande partie des universités enseignent des savoirs traditionnels, à savoir la théologie et la morale. On a quelques exceptions, bien sûr, avec le cas de Padoue, qui a ouvert sa faculté de mathématiques et sa faculté d'astronomie. Plus important encore, le problème de l'Église. L'Église catholique s'oppose à toutes les recherches et toutes les théories qui remettraient en cause le dogme. C'est le cas par exemple de l'héliocentrisme, en opposition au géocentrisme. Le géocentrisme, c'est la théorie selon laquelle la Terre est au centre de l'univers, avec les planètes et le Soleil qui tournent autour. C'est ce qu'on avait avec Ptolémée dans l'Antiquité. L'héliocentrisme, c'est une théorie totalement opposée qui place le Soleil au centre de l'univers. C'est ce qui apparaissait déjà dans les recherches de Copernic au XVe siècle. Le Polonais Copernic défendait cette thèse avec ses recherches, justement avec une première observation de l'univers et des étoiles. Galilée cherche à prouver que Copernic avait raison, ce qui lui vaut de nombreux problèmes avec l'Église. À 2 reprises, il a été obligé d'abjurer. Et en 1633, cette deuxième tentative de prouver cette recherche, il a été condamné par l'Inquisition à abjurer ses recherches et ses idées, sous peine d'être mis en prison par l'Église. Et il a fallu des décennies, voire des siècles, pour que l'Église admette ses torts, et le XXe siècle pour que Galilée puisse être totalement réhabilité. Au XVIe siècle, certains tentent de concilier les sciences et la religion. Un certain Martin Mersenne, mathématicien et théologien, cherche à concilier justement les deux. Avec cette influence, de nombreux religieux remettent en cause certaines pratiques scientifiques, à savoir les sciences occultes, qu'ils appellent fausses sciences, comme l'alchimie. L'alchimie, c'est une pratique dite scientifique qui consiste à transformer les métaux courants, comme le plomb, en or, voire en oricalque. Donc,
ces religieux essayent de mettre des liens entre les recherches scientifiques et les dogmes religieux. Certains scientifiques, comme Isaac Newton, considèrent eux aussi que religion et science sont compatibles. Au début de la vidéo, je vous avais dit que les sciences permettaient de comprendre l'univers parce que celui-ci est un genre de mécanisme. Et comme tout mécanisme, comme toute horloge, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui règle tout. On parle donc de grand horloger pour parler de Dieu. Ce type de réflexion et le développement des recherches vont s'accentuer et se développer au cours du siècle suivant, avec l'influence notamment des Lumières, ce qui fait que le XVIIIe siècle deviendra l'un des grands siècles de la recherche scientifique. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre les évolutions de la révolution scientifique. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. À bientôt.